Bien, nous allons commencer. Merci beaucoup d'être venus pour notre colloque 2013. Notre colloque 2013 du mois de mai porte sur le management, notamment au travers de cette question: le management actuel est-il compatible avec le service public? C'est un sujet d'une actualité brûlante, compte tenu du conflit qui a opposé nos élus à une majorité d'agents. J'y reviendrai. Je voudrais tout d'abord, au nom de la CGT de la communauté urbaine de Strasbourg, remercier Josiane Boutet, socionlinguiste, professeure des universités, directrice scientifique de la revue Langage et Société. Merci d'être là et de nous prêter votre éclairage sur les rapports entretenus entre les mots, le travail et l'exercice du pouvoir. Je voulais tout autant remercier Danielle Lina, sociologue du travail et directrice de recherche au CNRS, Université de Paris-Ouest, Nanterre, La Défense, de venir nous parler des nouveaux modes de management. Nous avons besoin de vos analyses quand nos repères habituels sont bousculés et parfois remis en question arbitrairement. Je voulais tout particulièrement remercier Sidi Mohamed Barka qui nous a fait l'honneur de revenir parmi nous, après nous avoir parlé en 2012 des liens entre travail et démocratie. Cette intervention, qui en a marqué plus d'un, a ouvert des portes et des horizons nouveaux en termes de réflexion. Je rappelle que Sidi Mohamed Barka est philosophe, enseignant-chercheur associé au CEP d'ergonomie et écologie urbaine, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et aussi ancien directeur de recherche au Collège international de philosophie. Il nous parlera cette année de ce que fait l'organisation du travail à la liberté et à l'égalité. Et enfin, je tenais à remercier le docteur Brigitte Fonlebret, psychiatre expert près de la Cour d'appel de Grenoble, qui traitera de la nécessité d'une clinique du travail pour la prise en charge des pathologies consécutives au nouveau mode de management dans la fonction publique territoriale. Vous avez déjà participé symboliquement à l'un de nos colloques, puisque vous nous aviez envoyé en 2010 un texte à lire et que les mots, ce jour-là, vous représenteraient. Je vous demande simplement d'applaudir très fort nos intervenants pour les remercier de venir gracieusement porter le débat au centre de notre syndicat, ouvert pour l'occasion bien au-delà de ses adhérents. Et pour finir avec les remerciements, merci à la librairie Crédit Brune, qui n'est pas encore là, mais qui va arriver, qui nous fait l'honneur de sa présence à chacun des colloques. Merci également à tous les camarades qui ont participé à l'organisation de ce colloque. Je pense tout particulièrement à Soria, car sans eux, rien n'aurait été possible. Merci à André, qui a animé nos 4 colloques précédents, qui est absent aujourd'hui. Il doit honorer les engagements qu'il a pris par ailleurs. Alors je change de casquette. Après ces remerciements, il me revient de dire quelques mots d'introduction pour notre colloque d'aujourd'hui. Alors j'ai l'habitude de dire en d'autres lieux que nous n'avons pas accès directement à la réalité, mais que nous avons accès à la réalité par l'intermédiaire du langage, qui donne vie aux choses et aux êtres dans l'ordre symbolique qui nous fonde, qui nous constitue en tant qu'être humain. Ainsi, il y a peu, un rapport de la Chambre régionale des comptes et la lecture qui en a été faite ont failli changer en quelques minutes le cadre réglementaire dans lequel évoluent pourtant plus de 7500 agents. Puisqu'il n'y a pas de lecture possible sans interprétation, nous avons, nous autres syndicalistes, fait notre travail, c'est-à-dire nous avons fait une autre lecture, une autre interprétation de ce rapport de la Chambre régionale des comptes, et pour cela, il a fallu le réinscrire
à la fois dans son contexte, dans l'histoire de notre collectivité et dans une dimension politique. Certains, certainement mal conseillés, ont voulu se borner à une lecture juridique guidée par l'intérêt économique. Il y a donc eu conflit, un conflit fait de mots, fait de manifestations, de remise en question des décisions annoncées, et grâce à l'intersyndicale, grâce surtout aux agents qui se sont mobilisés, et en ce qui nous concerne aussi, grâce à Bertrand Bindoer, les choses se présentent à nouveau sous un jour acceptable pour les agents. Le conflit a permis d'introduire un peu plus de démocratie au sein de notre collectivité, mettant ainsi fin à une position autoritaire. Mais dans quel monde vivons-nous aujourd'hui pour que la citoyenneté, la démocratie, soit ainsi mise à mal au travail par le pouvoir des mots? Que se passe-t-il quand les mots sont au pouvoir d'une idéologie qui place l'être humain à la position accessoire de simples ressources humaines? Une petite histoire. Mon ami Philippe Forcofer, ici présent, responsable du collectif fédéral Santé Travail et Action revendicative, a été, il n'y a pas très longtemps, appelé d'urgence dans une collectivité dans laquelle plusieurs agents se sont suicidés. En contact avec la presse audiovisuelle nationale, l'échange se résume à peu de choses près à la phrase suivante: êtes-vous sûr qu'il y en a plus qu'ailleurs? En effet, c'est à cette condition et à cette condition unique que le journaliste aurait accepté de se rendre sur les lieux et de médiatiser dans le journal de 20 heures ce qui se passait dans cette collectivité. Y en aurait-il plus qu'ailleurs? Comment se peut-il que perdre sa vie pour tenter de la gagner devienne aujourd'hui une banalité acceptable et acceptée, alors que chaque suicide sur le lieu du travail reste un drame et un scandale inacceptable? Lors de la récente guerre au Mali, chaque militaire tué par l'ennemi a eu les honneurs de la presse nationale, ainsi que celle du président de la République et ou de l'un de ses ministres. De quelle nature est donc le silence qui aujourd'hui recouvre la question des suicides au travail? Dans un article récent du Monde, il était évoqué que de plus en plus de cadres supérieurs faisaient des stages de commandement au sein de l'armée dans un contexte de survie pour ensuite être efficaces aux affaires. Ce qui permet de parler ainsi en faisant fi de l'autre, voire parfois de la réalité sociale et de la réalité du travail, c'est le pouvoir. Ce pouvoir qui est au cœur du management et qui vient transformer les entreprises et nos collectivités en champ de bataille en dénaturant chez nous jusqu'au sens du service public. On nous fourgue des chartes de valeurs, des normes qualité ISO-MACHAPOC et à vrai dire, on a l'impression que personne n'en a rien à faire du travail réel, de la réalité du travail, et qu'il faut sans cesse se battre pour que le CHSCT ne soit pas bafoué dans ses attributions. Il faut sans cesse se battre pour que le travail garde du sens, pour qu'on nous laisse faire du bon travail, et ce dans tous les secteurs, de la propreté aux égoutiers, en passant par les agents des écoles, les agents de stationnement, et cela est particulièrement vrai dans le champ social, où les travailleurs sociaux vont finir par gérer des flux d'usagers, n'arrivant plus à accueillir individuellement ceux qui, en difficulté dans la misère, auraient pourtant besoin d'aide du service public. D'un encadrement traditionnel centré sur le travail et la camaraderie, certes un peu rude parfois, nous sommes passés à un management moderne qui privilégie la réalisation des objectifs, le respect des normes et de la procédure, et qui vise la soumission des individus, parfois à grands coups d'évaluation. Nous avons besoin de comprendre ce qui s'est passé au cœur du travail. Nous avons besoin de comprendre ce qui s'est passé pour celui qui travaille, pour le travailleur. Simplement car cela va moins bien sur le terrain et que ça souffre derrière les slogans incantatoires de bien-être au travail sous une chape de communication de plus en plus mensongère adossée à des techniques de marketing. Nous avons besoin de comprendre car penser les choses peut nous aider à ne pas perdre ou à retrouver le goût du travail
à préserver notre santé et par ailleurs atténuer les souffrances liées à des conditions de travail dégradées. Dans une collectivité voisine, le directeur général des services, faisant mine d'être choqué, avoue en CHSCT, c'est repris tel que dans un compte-rendu, être très surpris par les propos de la CGT qui évoquent ce type de management. Il se demande si la CGT et lui ne sont pas sur des planètes différentes et fait observer que la CGT utilise des mots très forts selon lesquels l'employeur formaterait les esprits, conditionnerait les esprits et embrigaderait les agents. Il considère, pour sa part, c'est lui qui fait le lien, que cela renvoie à des périodes sombres de l'histoire et il espère que les mots tenus par la CGT dépassent ses pensées. Il reproche à la CGT d'être dans un esprit de défiance permanent et d'assimiler l'employeur et ses représentants à des manipulateurs. Nous sommes, avec ce type de déclaration, au cœur du sujet de notre colloque. La capture des esprits pour obtenir la servilité du corps, nous disait Sidi Mohamed Barka en 2012. La capture des esprits pour obtenir la servitude des corps. Il est intéressant, mais non sans inquiétude, que le DGS fasse ce lien avec des périodes de notre histoire. Et on peut se poser la question, savent-ils aujourd'hui ce qu'ils font, seraient-ils sans savoir? Alors c'est vrai que dans un tout autre contexte, et à une autre époque, le film sur Hannah Arendt illustre à merveille combien Eichmann, criminel de guerre nazi, était selon elle un homme presque ordinaire, et bien presque à ceci près qu'il avait cessé de penser et qu'il exécutait des horreurs. Philippe Breton, dans un livre, nous explique, dans un livre qui s'appelle Les Refusants, nous explique que depuis tout temps, des hommes et des femmes appelés à commettre des crimes abominables ont dit non, et ceux sans idéologie, sans prosélytisme, ils ont dit non tout simplement en disant « on ne fait pas ça à autrui ». Alors nous avons dit non, et nous continuerons de dire non à la pensée unique. Nous avons dit non à la gestion libérale et néolibérale qui prône une dérégulation totale des marchés, parce que nous sommes contre les systèmes totalitaires, contre la loi du plus fort ou du plus rusé, et que nous croyons, ensemble, à une société plus juste, basée sur des valeurs humaines et humanistes. En l'occurrence, nous pensons que les valeurs du service public constituent un rempart contre la pensée néolibérale et que le management du secteur privé n'y est pas le bienvenu. Peut-être qu'à la fin de cette journée, nous en saurons un peu davantage sur la compatibilité entre le management actuel et le service public. Pour clore cette introduction, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, nous avons besoin de vous, universitaires, intellectuels, chercheurs, penseurs, médecins. Nous avons besoin de vous, car nous sommes trop souvent dans des schémas d'action-réaction, car nous sommes parfois en difficulté pour penser nos actions. Et nous sommes parfois incapables de penser les dégâts infligés au travail, au collectif de travail et aux hommes et aux femmes qui les composent. Parfois, après une journée de travail, je rentre chez moi avec une pointe de tristesse en me disant que je suis de moins en moins d'accord avec le monde qui pourtant est le mien. Ce soir, je n'en doute pas, grâce à vous tous, nous aurons passé une belle et riche journée ensemble. Merci. Alors, je donne tout de suite la parole à Josiane Boutet pour une intervention d'environ 45 minutes qui sera suivie d'un débat. Et cette intervention, nous nous réjouissons pour l'entendre. Merci. Ça va le micro bien. Je vous remercie d'être là. Je remercie
très sincèrement les organisateurs de nous donner à tous l'occasion de dialoguer avec des salariés qui ne sont pas forcément ceux qu'on rencontre tous les matins dans l'exercice de notre profession. Donc je vous remercie vraiment. Et j'espère vraiment qu'il y aura un dialogue. Donc je vais essayer de ne pas tenir 45 minutes parce que ce qui m'intéresse, c'est plutôt de vous entendre, vous. Donc quelques précautions quand même. Je ne suis absolument pas spécialiste du management avec lequel j'ai pris d'immenses distances pendant toute ma vie. Je suis donc une sociolinguiste, c'est-à-dire une spécialiste du langage et des langues en situation sociale, qui s'intéresse depuis 30 ans à l'exercice du langage dans les situations de travail. Donc voilà, 30 ans, j'enquête dans, pas tout bien sûr, parce que personne ne peut imaginer connaître l'intégralité du monde du travail français, c'est impossible ça. Mais disons dans un certain nombre de situations de travail très diverses, très variées. Et mon but a toujours été, en collaboration avec d'autres disciplines, bien sûr, la philo du travail, la socio du travail, l'ergonomie, parfois les sciences de la gestion, mais ça ne marchait pas trop, d'essayer de comprendre quel est le fonctionnement, le but, la fonction du langage dans le travail, entendu sous la triple forme de parler, communiquer, quoi, et lire et écrire, qui sont, on va le voir, dans une montée extraordinaire depuis une vingtaine d'années dans le monde du travail. Donc j'ai toujours essayé de comprendre, sans parfois toujours y réussir, quel était le couplage ou la relation qui s'instaure pour les salariés dans toutes les différentes situations de travail entre cet exercice du langage et l'exercice du travail dans toute sa diversité. Je rajoute, pour comprendre un peu ma position, que j'ai par ailleurs une formation d'ergonome et ce qui m'intéresse, c'est l'observation des situations de travail. Ce n'est pas les discours que les gens tiennent sur leur travail, mais c'est d'aller observer les salariés en train de travailler à la manière dont l'ergonomie de langue française a pratiqué l'analyse de l'activité. Mais donc d'abord, on va peut-être commencer ensemble par se poser la question, c'est tout à fait rhétorique parce que je vais y répondre, qu'est-ce que c'est que le langage au fond? Pourquoi est-ce qu'on se pose la question du langage et du travail? Le travail, on va voir après, on va d'abord voir la question du langage. Alors ce qui est intéressant avec le langage, c'est que c'est quelque chose de totalement naturel. Enfin, vous parlez, je parle, tout le monde parle. Il n'existe pas à la surface de la Terre d'être humain qui ne parlerait pas. C'est probablement une des caractéristiques profondément, qui nous diffèrent très profondément des animaux. C'est l'acquisition du langage. Vous êtes parents, vous avez tous observé vos enfants dès la naissance en train d'apprendre à parler. Là, ça met du temps. C'est l'apprentissage humain le plus long, ça met 6 ans. Il n'y a jamais autre chose qui durera autant de temps de 0 à 6 ans. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous est commun, mais en même temps, c'est tellement naturel qu'on ne se pose plus la question ni comment ça marche, ni à quoi ça sert, ni qu'est-ce qu'on en fait. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on a intégré, qu'on a incorporé, diraient les psychologues, de la même manière que la marche. Si je vous demandais là tout de suite de vous lever et de vous dire comment vous marchez, vous allez tomber, parce que vous allez vous dire je pose le talon ou je pose la pointe du pied, donc vous allez faire des choses invraisemblables. Donc on a complètement incorporé un certain nombre de conduites. Alors la marche c'est une chose particulière, mais on a incorporé, nous tous les humains, l'exercice du langage. Alors la question qui se pose, c'est on ne réfléchit plus là-dessus les uns et les autres, sauf évidemment des gens comme nous là, qui sommes spécialistes du langage, on passe notre temps à réfléchir là-dessus bien sûr. On ne réfléchit plus là-dessus, et en particulier dans notre société, on est entré, je vais y revenir, dans une société du tout communicationnel. Donc tout communique avec tout, les cellules communiquent entre elles, les molécules communiquent entre elles, les êtres humains parfois communiquent aussi entre eux. Donc c'est tout à fait récent, hein, c'est depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale à peu près, depuis les années 45. C'est récent, totalement récent, cette idée-là que toujours on communique les uns avec les autres, qu'on est dans un réseau complètement généralisé de communication. C'est une idée récente dans l'histoire de l'humanité. Et ce qu'on se pose moins, c'est on communique, mais de quoi faire? Qu'on communique, c'est vrai, il y a des réseaux, il y a du web, il y a tout ce qu'on veut, mais on y fait quoi là-dedans? Quelle est la fonction de ce qu'on fait? Alors la réponse, aujourd'hui, depuis les années 40, 50, disons, la réponse, elle vient essentiellement de la technocratie. Donc il y a une réponse technocratique dans nos sociétés évoluées à la question de la communication, qui est on communique de l'information. Donc les cellules entre elles, via des
phosphotides, par exemple, ou des protéines quelconques communiquent de l'information, et vous, les humains, à la manière des cellules dans le cerveau, vous communiquez de l'information. Donc on est entré dans une idée complètement reçue, totalement reçue, aussi bien dans le monde politique, dans le monde économique, que si on parle, si on communique à l'oral ou à l'écrit, c'est pour transmettre de l'information. Alors c'est pas faux, c'est absolument pas faux, et ce serait complètement idiot de ma part de dire que quand on se parle, on ne communique pas de l'information. Mais la question c'est, est-ce que c'est seulement ça le langage, et en particulier, aujourd'hui, dans les nouvelles formes de management, au travail, aujourd'hui, est-ce que le langage ne sert que à communiquer de l'information? Je vous donne juste un premier tout petit exemple. C'est frappant de voir comment aujourd'hui, quand une politique quelconque, d'un quelconque gouvernement, là, gauche-droite c'est pareil, ne passe pas, hein, c'est-à-dire quand il y a des luttes là contre, ce qui est dit, c'est qu'il y a un déficit de communication. Donc c'est pas qu'on n'est plus d'accord avec une politique de droite comme de gauche, c'est qu'on n'a pas compris. Hein, c'est-à-dire que si on avait compris ce que Sarkozy veut dire, ou si on avait compris ce que Hollande veut dire, alors on serait forcément d'accord avec eux. C'est une idée très forte que vous entendez à la télévision tous les soirs, cet élément de langage, déficit de communication, ça fait 15 ans maintenant qu'on entend ça, et dès que vous n'êtes pas d'accord, dès qu'on va manifester dehors, on est en déficit de communication. Et ça, l'histoire du mariage pour tous, c'est la même chose, ils ne nous ont pas compris, donc c'est gauche-droite, là il y a vraiment, c'est sympa, c'est tout le monde dans le même, tout le monde dans le même panier, de toute façon ils sont tous formés au même endroit, dans les mêmes écoles, donc c'est normal qu'ils aient le même discours. Alors moi la question que je vais vous poser là tout de suite, c'est pas faux du tout, hein, une fois de plus, l'information circule entre les êtres humains, entre nos petites cellules dans le cerveau aussi, mais est-ce que c'est seulement ça? Alors pour les petites cellules, oui, manifestement, mais pour les êtres humains, bah, pas du tout. Alors je vous donne je vais pas mal faire des exemples hein, pour que ce soit plus intéressant. Hein. Un premier exemple, vous êtes tous probablement, ou avez été ou serez des militants. Quand on est militant syndical, associatif, politique, il y a une activité très importante qui est rédiger un tract. Après, il faut distinguer les choses. Rédiger un tract. Quand on rédige un tract, vous savez qu'en général, ça prend du temps. Ça ne se fait pas comme ça. Pourtant, on est tous d'accord. Hein. Alors, exemple. Vous êtes en train de rédiger un tract sur l'accueil en mairie parce que les personnes de l'accueil en mairie sont maltraitées pour X raisons. La question qui va se poser, c'est comment on va les nommer par écrit? On va les appeler comment? Les salariés de l'accueil en mairie, les jeunes femmes de l'accueil en mairie, les travailleurs, les travailleuses de l'accueil en mairie. On va s'empailler littéralement, vous savez, on prend un temps fou à réfléchir, même sur des virgules parfois, je ne vais pas parler de virgule, mais où on met la virgule. Mais là, par exemple, comment on va les nommer? Si on réfléchit à ça, c'est complètement idiot de certains points de vue. Puisque finalement, vous parlez toujours des mêmes gens. Vous parlez des 5 personnes qui sont à l'accueil en mairie et qui gênent parce que l'accueil est très mal fait et qu'elles ont des très mauvaises conditions de travail. Donc, l'information à passer, c'est la même. Il y a des dames à l'accueil en mairie qui ont de très mauvaises conditions de travail. Pourquoi on va passer 5, 10, 15, 20 minutes à vouloir mettre les travailleurs? Non, pas les travailleurs, les travailleuses, puisque c'est des femmes. Oui, mais des fois, il y a des hommes. Donc, les travailleurs et les travailleuses. Oui, mais ce n'est pas des travailleurs, c'est des salariés avant. Et on va s'empailler littéralement. C'est bien que là, on n'est pas en train de transmettre que de l'information. On est en train de réfléchir sur comment nommer les gens. Et réfléchir sur comment nommer les gens, c'est en fait se poser une toute autre question. Pas du tout d'information, mais une question sur le pouvoir que va avoir le mot qu'on va utiliser. Si on utilise travailleuse, salariée, femme de l'accueil, on ne va pas du tout référer aux mêmes personnes, bien sûr, mais pas du tout de la même manière. Je pourrais dire la même chose sur un tract sur les ASEM. On va les appeler comment? On va prendre cet acronyme épouvantable, ASEM, on va dire les collaboratrices des instituteurs et des institutrices, déjà, voilà, des PE, des enseignantes, ou enseignants tout court, on va dire les collaboratrices déterminées, on va dire les collaboratrices indispensables. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre ASEM, encore que ça. Donc on voit bien que dans le travail, dans l'activité syndicale, dans cette activité syndicale, on voit bien que l'enjeu de la dénomination est complètement fondamental et il se pose à tout le monde, à quelque niveau hiérarchique que ce soit. Je vous donne un deuxième exemple qui a tout à fait rien à voir. On est en 1948, on est aux
aux États-Unis, et un certain nombre de personnes sont en train de rédiger ce qui va s'appeler la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors Stéphane Hessel, dans son bouquin, rappelle que, moi je ne savais pas, mais enfin, nous informe nous dit qu'il y a eu un très très long débat sur comment nommer cette chose qu'on était en train de rédiger. Donc il y a eu un débat bien sûr sur ce qu'il y avait dedans, mais il y a eu un débat sur comment nommer la chose. Et il y avait deux conceptions. La conception anglo-saxonne, qui voulait que ça s'appelle la Déclaration internationale des droits de l'homme, et la conception française portée par Cassin, Hessel n'était pas là, portée par Cassin, qui voulait que ça s'appelle la Déclaration universelle. Finalement, comme vous le savez, c'est cette dénomination-là qui est partie, enfin, qui est devenue le nom qu'on utilise depuis 60 ans. Mais là, il y a eu un débat, et on voit bien que ce débat, il ne porte pas d'un certain point de vue sur le réel. Le réel, c'est bien le monde. On va faire une déclaration pour tout le monde. Mais si on l'appelle international, on voit bien qu'il y a un niveau un peu moins élevé, un peu moins puissant. Si on l'appelle universel, on monte en quelque sorte en généralité, et d'un certain point de vue, on est content que la conception française ait pu émerger et se réaliser dans cette déclaration universelle. Alors ces tout petits exemples, on va en voir d'autres, hein, mais ça montre que le langage que nous utilisons bêtement et naturellement comme ça, il a aussi un autre fonctionnement, une autre manière d'agir, et qu'il a une puissance. Alors Christian parlait tout à l'heure du pouvoir, hein, il y a un pouvoir des mots, il y a une puissance des mots qui excède leur capacité à transmettre de l'information. Donc, alors, si je vous dis vous êtes amoureux, c'est clair, je dirais rien d'autre qu'une information. Si je vous dis je suis contente que la CGT nous ait invités, bon voilà, je transmets aussi une information. Mais le langage, en dehors de ça, va produire des effets sur les êtres humains, et c'est en ce sens que nous sommes un certain nombre à penser que le langage a littéralement un pouvoir d'action, au sens propre, c'est-à-dire que en termes philosophiques, c'est une praxis. Le langage, ça n'est pas qu'un vecteur d'information. Donc quand les gens disent le langage est un instrument de communication, nous on dit non, c'est pas seulement ça. Et quand on dit ça, on renvoie à une vision complètement simplificatrice du langage humain. Le langage, c'est aussi ce qui nous permet d'agir. Alors agir, évidemment, à la fois positivement et négativement. Hein. Donc c'est ce qui va modifier nos connaissances, nos comportements, ce qui va nous faire agir aussi, on va le voir tout à l'heure. Ça peut aussi, bien entendu, nous formater énormément. Je donne un deuxième, j'en suis des exemples, un énième exemple. Hein. Il y a une transformation récente tout à fait caractéristique. On parle maintenant des charges salariales. Les charges salariales, ça s'appelait, en fait, là en ce moment, le texte du Conseil national de la résistance, ça s'appelait les cotisations patronales. Donc on est passé, on parle de la même chose, on parle du fait qu'on enlève quelque chose et qu'on le met quelque part sur votre salaire. C'est la même chose, hein, enfin, voilà, il y a des vases communicants, hein, c'est de l'argent qu'on propose. L'appeler les cotisations patronales ou l'appeler les charges salariales, vous voyez qu'on est passé d'une idée qu'il est normal, cotiser c'est un acte normal de solidarité, une charge, et Dieu sait si les patrons maintenant nous le font entendre, hein, nous sommes une charge, votre salaire est une charge, et non plus, donc dans une vision post-1944, une contribution à la solidarité nationale. Donc, on ne s'en rend même plus compte, hein, je veux dire, de ces mots qui ont glissé comme ça, imperceptiblement, et c'est excessivement grave parce que ça formate complètement notre manière de penser maintenant. Hein. Alors, le fait que, si on accepte que le langage a un pouvoir d'action, ça a deux conséquences. Enfin, deux conséquences importantes. Hein. Il y en a beaucoup, mais deux importantes. Première conséquence importante, c'est parce que le langage n'est pas un simple instrument de communication, c'est parce qu'il a un pouvoir d'action qu'il y a une lutte. On ne comprendrait pas que les syndicats, les partis politiques, les militants, les associations se bagarrent en permanence sur les mots à utiliser si les mots étaient vides et transparents et qu'on pouvait les utiliser à sa guise. C'est bien parce qu'ils ont un pouvoir d'action, c'est bien parce qu'on sait, même sans le savoir, hein, d'un certain point de vue, c'est bien parce qu'on sait que le mot qu'on va utiliser, il aura un impact et que l'autre mot, il aura un autre impact, qu'on est capable de s'emparer des mots pour essayer de
lutter autour. Alors, je vous donne un exemple que vous n'allez pas vraiment bien voir, mais il y avait un tract il y a 2 ans de RESF, je vous ferai circuler, mais qui est extraordinaire parce que donc c'est un tract d'un petit comité RESF, c'est même pas le national qui avait fait ça, rien du tout. Bon. Ça s'appelle, alors c'est en rouge et en noir, hein. Alors en rouge il y avait écrit « Ils ont leurs mots », c'est pas moi qui l'ai fait, hein. En noir il y avait écrit « Nous avons les nôtres ». Donc là on voit bien camp contre camp, hein. C'est très clairement, alors leurs mots à eux c'est quota, contrôle, tests osseux et ADN, c'était à l'époque, arrestation, rétention, expulsion, et les nôtres de RESF, libre circulation, régularisation, solidarité. Donc c'était un tract d'une efficacité incroyable, hein, parce que, chapeau hein, aux militants qui ont fait ça, puisqu'il disait le plus simplement du monde que les mots, c'est un enjeu de pouvoir, c'est une lutte, il y a une lutte entre les mots que vous employez et les mots. Il y a les mots des eux, et il y a les mots de nous. La deuxième conséquence du fait que les mots ont un pouvoir d'action, et qui est en quelque sorte complémentaire, hein, c'est bien parce que les mots ont une puissance que les mots, le langage, est accaparé littéralement par des castes, des groupes sociaux, des groupes professionnels, ça dépend historiquement, hein, qui s'accaparent ce pouvoir de façon à le maîtriser et de façon à le juger. Donc, depuis, disons, dans toutes les sociétés qu'on connaisse, il y en a peut-être qu'on ne connaît pas, mais dans toutes les sociétés que nous connaissons, depuis l'Antiquité, il a toujours existé, dans les sociétés humaines, des groupements de gens, ou des individus, dont le pouvoir est littéralement celui de maîtriser le langage. Je vous balaye très rapidement. Hein. Dans l'Antiquité, c'était les gens qui étaient spécialistes de la rhétorique, chez les Latins comme chez les Grecs, ceux qui savaient parler, les autres qui ne savaient pas. Hein. Dans des sociétés tribales, c'est des sorciers, des chamans, mais pas sorcier, chaman qui veut, hein. C'est pas, vous ne décidez pas. Hein. Ce sont des sociétés, ce sont des métiers ou des professions, je ne sais pas quoi, extrêmement particulières, qui ont le pouvoir sur les mots, et les mots dans ces sociétés-là permettent de tuer. Donc c'est encore pire que chez nous. Hein. Les différentes religions, fondamentalement, hein, la religion, que ce soit n'importe lequel, hein, je ne mets même pas d'adjectif, hein, toutes les religions se sont accaparées du langage à travers le prêche, prêcher, que ce soit dans quelque... Enfin, ça s'appelle autrement selon les religions, mais je veux dire le fait d'être celui qui a la parole dans une collectivité, une église, un machin, n'importe quoi, et est capable d'expliquer les textes sacrés, parce que c'était quand même ça, hein, le prêche du sermon, c'était l'expliquer, comme tu disais tout à l'heure, Christian, ils interprétaient, c'était la seule interprétation possible, vous ne pouviez pas dire « Ah mais moi, monsieur le curé, je ne suis pas d'accord avec votre interprétation de la Genèse, moi j'en ai une autre. » Ça, c'est pas possible. Hein. Donc, il y avait bien un corps de métier, en quelque sorte, qui accapare complètement l'usage et le pouvoir du langage. À partir des années, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on va voir se développer ce qu'on appellera en Union soviétique la J-propre, ce qui s'appellera la propagande dans tous les autres pays. La Deuxième Guerre mondiale est un moment de développement incroyable. C'est là que commence la guerre de la communication, hein, donc avec des affiches fameuses qu'on a tous vues. Donc il y a une guerre de propagande extrêmement importante. Et puis nous, on vit l'avatar de tout ça avec le marketing. Donc vous savez qu'aujourd'hui, il y a une frontière extrêmement floue entre le marketing économique, la publicité, on dit autrefois, entre la publicité économique et la publicité politique. Ce sont les mêmes professionnels qui promeuvent un homme politique et qui promeuvent Liebig, ce sont les mêmes, littéralement, les mêmes agences. Donc on a bien maintenant, nous on n'a plus de rhétorique, quasiment plus, hein, mais on a des professionnels de la publicité, du marketing, maintenant ça s'appelle des professionnels de la communication, ça fait mieux. Donc on a des professionnels qui vont promouvoir de la même façon des marques commerciales et des marques politiques. Avec des moments, bon, quand ils vont promouvoir Hollande, ils vont s'arrêter de promouvoir autre chose, mais ce sont littéralement les mêmes agences. Alors je vais vous donner juste quelques exemples, l'exemple politique. Hein. Donc, par exemple, en 1981, une agence de publicité a inventé pour Mitterrand la force tranquille, qui était effectivement une expression extrêmement puissante, hein, puisque normalement une force n'est pas tranquille, si tu es tranquille, tu n'es pas fort, enfin bon, voilà,
En 2008, une autre agence de communication invente Travailler plus pour gagner plus, qui est là aussi très, très joli, parce que c'est versifié. Hein. Travailler plus pour gagner plus, hein, c'est une versification. En 2012, une autre invente un président normal, qui est un peu comme la force tranquille, parce que si on est président, on n'est pas normal, si on est normal, on n'est pas président. Donc il y a un peu une contradiction là. Ben oui, honnêtement, hein, je veux dire. Donc il y a un peu une contradiction hein, dans les termes. Hein. C'est quelque chose qui ne va pas. Donc on voit bien. Alors je ne sais pas, personnellement, quand dans le débat 2012, Sarkozy-Hollande, si on avait soufflé à Hollande son « moi président », en soi quand même, hein. Donc il va dire en soi « moi président, je ferai telle chose, moi président ». Bon, je pense qu'on lui a soufflé, enfin je ne peux pas imaginer qu'il l'a inventé, donc je pense vraiment que là il y a aussi une agence de communication, un agent de com qui... Alors nous aussi on s'approprie ça, hein, c'est-à-dire que les militants syndicaux, on n'est pas non plus complètement idiots, quoi, on s'approprie ces techniques. Donc, par exemple, moi j'avais fait la couverture d'un des... C'est pas ça que je voulais vous montrer, c'est juste ça, quoi, sur ce calicot Rêve Général, hein, qui à partir de 2006 dans les manifs du CPE, a été un truc... donc vous voyez, il y a une contradiction, hein, parce que si c'est un rêve, il ne peut pas y avoir de E à général, si c'est général, c'est la grève, hein, donc ça jouait sur l'ambiguïté grève générale avec un E à général, ou rêve général sans E à général. Bon. Donc ça a été un slogan extrêmement puissant que les gens se sont appropriés, se sont mis sur la tête, sur les fesses, partout. Donc il y avait des cortèges entiers de rêve général qui se battaient. Alors, qu'en est-il maintenant si on accepte cette conception du fait que le langage a un pouvoir qui ne sert pas seulement à communiquer? Qu'en est-il de ce pouvoir dans le langage au travail, qui sera la dernière partie? Attends, il me reste... Oui, c'est ça. Bon, je zappe tout un truc sur l'histoire, je commence en 2013. Hein. Donc, ce qu'on constate du langage au travail en 2013, c'est dans cette idéologie du tout communicationnel, on constate, et vous constatez aussi, une très très forte technocratisation du langage. J'entends par là le fait que le travail prescrit, pas le travail réel, mais le travail prescrit se dit avec un langage complètement technocratique, dont on va se demander si c'est une œuvre ou pas, moi je ne crois pas, mais on va venir. Alors les caractéristiques, c'est par exemple des emprunts absolument inutiles à l'anglais. Moi j'ai rien contre le fait d'emprunter à l'anglais. Quand on en a besoin, on le fait. Hein. Des quoi non inutiles. Hein. Alors je n'en donne que deux. Hein. Donc il y a tout le management avec ses dérivés, manager, on n'en a pas besoin. Hein. Il y a des mots pour le dire. Hein. Il y a l'horrible bac et front office. Voilà. Bon. On n'a pas besoin. Hein. Absolument pas. On pouvait dire totalement autrement. Donc on a plein de mots d'anglais qui se rajoutent à des mots français qui existent déjà. Hein. On n'en avait absolument pas besoin. Ça se rajoute comme ça dans le management, c'est une très grande caractéristique du management, et je pense que ça sert à, on va le revoir, opacifier le sens des choses. C'est quoi exactement un manager par rapport à un chef d'équipe? C'est quoi exactement ce truc-là? Un patron, c'est pas, bon, voilà. Pas très clair. Bac et front office, c'est quoi exactement? Il y a, deuxième tendance, une tendance généralisée, et ça va ensemble, à euphémiser. Euphémiser, ça veut dire quelque chose qui est grave, on le dit avec des mots très gentils. Hein. Donc on va euphémiser très largement les noms de métiers. Alors ça vous le savez, hein, les fameuses techniciennes de surface pour les femmes de ménage, voilà, et les hommes de ménage. La direction des ressources humaines, ça c'est quand même le mieux, quoi. Hein. Donc à la place de la direction du personnel, on a inventé la direction des ressources humaines, qui se dit en plus avec le sigle DRH, c'est encore mieux, parce que donc de direction du personnel, on passe à direction des ressources humaines, et on le dit sous la forme DRH. C'est comme SDF, quoi. Plus ça va, moins on sait de quoi on parle. Enfin, SDF, c'est un sigle, il y a quoi derrière? Hôtesse de caisse, ça c'est quand même magnifique. Hein. Lélia, hôtesse de caisse, voilà, je suis une pauvre petite caissière, surexploitée, voilà, je m'appelle hôtesse de caisse. Ce qui est complètement invraisemblable, parce que le management puisse imaginer que les gens qui sont techniciens de surface ou que les gens qui sont hôtesses de caisse se fassent avoir par cette terminologie, c'est aberrant. C'est aberrant. D'ailleurs, quand on interviewe, quand on va travailler auprès des gens, ils vous disent, moi je suis hôtesse de caisse, tu parles Charles, je suis polyvalent, je fais n'importe quoi, dans 2 heures je vais trimballer des caisses parce qu'il va falloir que je charge mes rayons, donc je ne suis pas plus hôtesse que mon cul. Hein, voilà.
Alors, troisième caractéristique, les ciblaisons, hein, le fait d'avoir des cibles. Donc, je viens de le dire pour DRH. J'ai vu dans votre appel FPT, fonction publique territoriale, hein, donc je l'ai repris, parce que voilà, bon, c'est assez caractéristique. Hein. Et puis, quatrième caractéristique, des expressions grandiloquentes. Hein, évaluation par objectif, par exemple. Je veux dire, ah oui, alors ça hein, dans tous les métiers, hein, on évalue par objectif. Si on regarde, qu'est-ce que ça veut dire exactement, toute cette affaire, qu'est-ce qu'il y a derrière, souvent pas grand-chose, en fait. Sinon, des formes d'évaluation où on va subdiviser les compétences. Alors, c'est quoi cette affaire? Est-ce que c'est une novlangue, comme disait Orwell, hein? Je ne crois pas trop, non, parce que je pense que c'est plutôt une manière de parler qui ne veut rien dire et à laquelle les salariés ne sont généralement pas dupes, de laquelle les salariés ne sont pas dupes, absolument jamais dupes. Hein. Donc ils savent très bien qu'un technicien de surface, une dame qui entre 5h et 7h du matin fait les bureaux à la Défense, toute technicienne de surface qu'elle est, elle fait du ménage 3 bars et elle se balade avec ses trucs de ménage. Hein. Alors l'important c'est que face à ces mots du nouveau management, j'aurais des milliers, hein, puis vous en avez aussi dit, des milliers d'autres exemples. Ce que je trouve passionnant et qui m'a toujours fasciné, c'est quand on observe le travail, c'est que face à tout ça, les salariés continuent imperturbablement à inventer de nouveaux mots. Imperturbablement, c'est-à-dire que de façon permanente, continue, souterraine, invisible, dans toutes les situations de travail que j'ai pu observer, que nous avons pu observer, et bien, face à tout ça, vous traitez ça, nous traitons ça par le ridicule le plus total, et on invente face à ça de nouveaux mots. Alors, exemple, je vais vous en donner plusieurs. Hein. Il y avait, à l'époque où il y avait encore les agences locales pour l'emploi, enfin avant pour l'emploi, bon, il y avait un gars dont le titre était ronflant, puisque c'était directeur d'agence locale pour l'emploi, que les gens avaient appelé que dalle, hein, puisque D-A-L-E, il s'appelait que dalle. Donc les salariés appelaient ce fameux directeur que dalle. Évidemment pas quand il était là, hein. Mais il s'appelait que dalle. À Pôle emploi, les salariés ont des caissons dans lesquels elles ont les dossiers, quoi, elles se baladent beaucoup avec les caissons d'un service à l'autre, puisqu'il y a des bureaux qui ne sont pas préaffectés, et elles appellent ça « je promène mon chien ». Hein, donc elles se baladent avec leurs caissons, elles appellent ça « promener son chien ». Dans l'administration publique centrale, ils avaient inventé d'appeler le terminal informatique. Alors il y a un machin qui s'est appelé le terminal informatique en réseau, donc le fait de travailler tout simplement en réseau, donc ça fait TIR, hein, si vous faites l'acronyme. Bon. Et les gens ont appelé ça le tigre nomade. Donc les salariés de l'administration centrale appellent ça le tigre, hein, ils ont rajouté un gueux, le tigre nomade, puisque c'est le fait de pouvoir travailler en réseau avec des ordinateurs qui ne sont pas des ordinateurs fixes. Alors il y a un exemple historique, ouais, j'ai encore le temps, il y a un exemple historique là-dessus que je voulais partager avec vous, c'est justement le fameux manager. Donc si on remonte historiquement, dans le langage ouvrier, au XIXe siècle, il y avait à Paris beaucoup de petites imprimeries avec des ouvriers typographes qui étaient souvent en fait le patron de la petite imprimerie. Et quand on était typographe, au XIXe siècle, on faisait pour travailler, donc pour mettre dans les cases, on faisait plein de gestes, si on les voit de dos, on ressemble, il y a une gestuelle qui ressemble à celle d'un singe. Et donc les ouvriers de l'imprimerie française au XIXe siècle ont appelé l'ouvrier typo, qui était le patron, typo, le singe. Le singe, juste parce qu'il avait une gestuelle qui ressemblait à celle d'un singe, vue de dos. Le singe, ça c'est, à partir du début du XXe siècle, ça s'est complètement diffusé dans tout le milieu ouvrier. Et donc, vous étiez dans la métallurgie, dans les mines, dans le textile, le patron, c'était le singe. Après, donc ça continue, mais il y a que les gens souvent très âgés qui connaissent, je ne sais pas si vous le connaissez. Bon. Il y a des gens qui connaissaient le singe pour le patron. Oui, quand même encore. C'est bien. C'est bien, il y a encore une mémoire ouvrière, pas trop. Et puis, dans les années 20, il y a eu un autre mot qui est venu un peu concurrencer, c'est tôle-taulier. Donc on disait, je vais à la tôle,
la tôle, ça voulait dire la prison, hein, dans le langage par ailleurs, pardon, dans l'argot. Donc je vais à la tôle, ça voulait dire je vais bosser à l'usine, et donc on a dérivé le taulier. Donc on avait le singe, le taulier. Et on avait ces deux mots, et puis on avait face à ça des mots neutres qui étaient le patron. Voilà, le patron. Alors c'est devenu, dans les années 70, le boss, voilà. Et puis maintenant on a ce fameux manager qui est arrivé, qui est les mots des autres en quelque sorte, hein, de l'autre côté. Oui, quand même, je ne résiste pas au plaisir de vous donner un exemple qui vient de Yves Clos, enfin d'un de ses bouquins, sur le secteur alimentaire, où des femmes dans l'alimentation, parce que les mots ont tellement d'importance qu'il y a des formations pour vous apprendre à parler de l'émission. Donc ces femmes-là, elles disaient, donc c'est des femmes qui en sachent les pâtes alimentaires. Hein. Alors, il y a une machine qui s'appelle, dans le langage prescrit, le sautoir, qu'elles appellent allègrement le branleur. Il y a un truc qui s'appelle, une action qui s'appelle ouvrir la boîte à volet directionnel, qu'elles appellent tirer la queue. Donc, vous voyez, bon, c'est que des femmes, évidemment, donc elles ont eu une formation avec des hommes, lesquels leur ont dit très gentiment que voilà, il ne fallait pas causer comme ça, et que donc le branleur, ça doit s'appeler le sautoir, et tirer la queue, ça vous devez dire ouvrir la boîte à volet. Attends, ouvrir, même moi j'ai du mal à dire, ouvrir la boîte à volet directionnel. Vous imaginez dire ça quand on est en train de travailler. Donc les femmes ont dit à la fin de cette session de formation, je n'ai rien à faire. Qui garde leurs mots, nous on a nos mots à nous, et c'est Yves Clos transcrit ça, hein, dans le bouquin de Pierre. Il dit, elles ont gardé leurs mots, et évidemment les gens vont garder leurs mots à eux. Alors, pour terminer, pour clore, cette créativité, c'est une vraie créativité au langage, au travail. Hein. C'est une véritable créativité. Et moi, depuis longtemps, je me suis posé la question, mais enfin, les gens sont accablés de travail. Les salariés que j'observe, là, sont accablés de travail. Ils ont, dans certains cas, des cadences complètement folles, des modes de management épouvantables. Et pourquoi ils continuent quand même de passer du temps? Parce qu'il faut quand même trouver ce truc-là. Et que dalle, il faut le trouver. Hein. Ils passent du temps quand même collectivement à renommer tout. Les actions, les êtres humains, les objets du travail, les lieux, tout. Hein, tout est renommé. Et bon, avec d'autres, on pense que c'est vraiment une fonction très importante du langage au travail. C'est une fonction qui crée des collectifs de travail. Et moi, j'ai toujours dit que si j'étais amenée à observer des lieux de travail où il n'y ait aucune créativité lexicale, je pense que c'est des lieux de travail où ça se passerait mal. Ça voudrait dire des lieux de travail où il n'y a pas de coopération entre... Parce qu'il faut être plusieurs pour faire ça. Je ne peux pas toute seule moi dire j'appelle ça branleur, je ne peux pas. Hein. Il faut bien qu'on se mette d'accord, tous ensemble, pour l'appeler comme ça. Il faut bien que tout le monde appelle promener son chien, hein, le fait de trimballer les caissons. Si je suis tout seul à dire ça, les gens me regardent éberlués, ça va être complètement malade, ça. Hein, bon. Donc il faut qu'il y ait un accord. Et donc le fait qu'il y ait des mots, ce que j'appelle moi les mots du travail, hein, c'est les mots qu'on invente face à ceux de la direction, du management, etc., c'est un indice très fort de la cohésion des collectifs de travail et du fait qu'il y a, pour reprendre les mots de Christian, des formes de citoyenneté au travail. Voilà, j'ai dit. Merci beaucoup, Josiane, pour cette introduction des différentes fonctions du langage, à l'importance, à la puissance de la parole. Et en t'écoutant, je me disais finalement que le langage, dans le monde du travail, est aussi devenu quelque part une véritable industrie et un commerce. Mais bon, on va laisser tout de suite la parole aux questions. Alors, je ne sais pas qui a le micro. Michel a le micro. Voilà. Alors, Bertrand a une tout devant. Merci, Michel. Voilà, la première intervention étant toujours la plus difficile, je vais ouvrir le bal. Christian, je voudrais revenir, moi, sur la capacité de dire non, celle que tu as évoquée. Hein. Tu l'as placée, toi, dans un contexte grave, hein, qui est le contexte de l'Holocauste, etc. Alors, mais la
question qui est, on dit non pourquoi? On dit non pourquoi? C'est lié à notre capacité d'indignation. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'on en est toujours capable de cette capacité d'indignation? Et puis, une autre question qui est peut-être un peu plus difficile, à laquelle il est plus difficile de répondre, c'est est-ce que nous le souhaitons, au fond, dire non? Quels mots, parce qu'il s'agit de mots, on place sur notre posture à ce moment-là? Pour mieux comprendre, je vais l'illustrer par un exemple qui est peut-être plus proche de la réalité des gens ici que celui de l'Holocauste ou des drames qui ont pu être vécus historiquement. Par exemple, travailler aujourd'hui, pour nous, certains parmi nous sont fonctionnaires, travaillent à la communauté urbaine de Strasbourg, travailler aujourd'hui à côté d'un travailleur précaire, sur les mêmes missions, les mêmes conditions de travail, en sachant toutefois qu'il n'a aucune perspective d'avenir, aucune perspective de carrière. Est-ce que, individuellement, parce que c'est individuellement, on est en capacité de dire cette situation, je la refuse, je vais dire non? L'expérience que j'ai ici, en tant que secrétaire général d'un syndicat, c'est de dire que ce n'est pas aussi simple que ça. Lorsqu'on l'a abordé récemment dans le cadre d'un conflit collectif dans lequel un certain nombre d'idées émanaient des organisations syndicales, mais ne sont pas plus forcément des agents qui côtoient au quotidien les travailleurs précaires. Donc j'ai un véritable questionnement par rapport à ça. Donc, saurions-nous dire non? Donc non, c'est un mot, il est court celui-là, mais il cache beaucoup de choses. Savoir dire non, c'est un développement complexe dans l'esprit de quelqu'un. Moi, je dirais que les mots sont en fait le véhicule de la pensée. Mais qu'est-ce qu'il advient quand les mots sont prononcés, répétés, sans passer par la case pensée? On le connaît dans le milieu syndical. Lorsque on entend des discours qui sont inlassablement répétés, lorsqu'on lit l'immigration au chômage, ces choses qui sont répétées sans avoir passé par la case pensée font des dégâts. Comment analyser les mots dans ce contexte-là? Souvent, autre chose, puisque le thème qu'on doit aborder aujourd'hui, c'est le management. Les mots sont une arme forte en termes de management. Et je le vis au quotidien, puisque lorsque je rencontre souvent les agents dans le cadre de réunions entre nous, entre copains comme on dit ici, les agents ont beaucoup de choses à dire. Lorsque les mêmes agents sont confrontés à des cadres, à des élus qui ont un autre langage qui est peut-être hermétique pour eux, les salariés ne disent plus rien, puisqu'à un moment, ils considèrent que les mots de l'autre sont plus forts, sont imparables, et qu'ils traduisent mieux une forme de pensée. Donc, moi, je pense que travailler sur les mots, c'est quelque chose d'important, parce que ça permet de les mettre sur des situations réelles qui nous permettent d'avancer et de construire le collectif et de construire la pensée collective. Alors j'aimerais quand même avoir votre avis sur ces questions-là, choses qui sont vraiment complexes, mais sur lesquelles on bute tous les jours. Beaucoup de questions dans ton intervention. On va essayer de créer le débat à partir de là. Est-ce que, Josiane, tu as dans un premier temps envie de réagir? Éventuellement, oui. Comme j'ai pas voulu fâcher, j'ai pas pris d'exemple de langue de bois émanant des partis politiques ou des syndicats. Juste parce que je ne vous connais pas et que voilà, je n'ai pas non plus ni envie de fâcher, ni envie de brusquer, ni envie d'agresser, non, tout ça, voilà, c'est tout. Mais bien sûr que oui, vous avez raison. Bien sûr que d'ailleurs la langue de bois, le mot, enfin l'expression, on l'a inventé pour la politique et le syndicalisme. Nous, je veux dire, voilà. Donc on a inventé cette idée de langue de bois pour exactement ce que vous avez dit.
c'est pour des répétitions de formules, de slogans, qui à la fois par leur répétition, et par le fait qu'ils mettent ensemble des machins qui n'ont pas de sens, de fait, on ne s'interroge plus sur le sens et on va les répéter, là, comme ça, et au bout, si on se dit, mais ça veut dire quoi vraiment ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait plus ce que ça veut dire, ça n'a pas de sens. Donc oui, je crois que c'est une des caractéristiques de notre époque, cette langue de bois qui est générale aux syndicats, aux partis politiques, et plus largement à une parole publique. Plus largement. Donc oui, je pense que le rôle d'un syndicat, c'est de s'interroger là-dessus, de s'interroger sur ses réflexes. Est-ce qu'on va encore dire telle expression, mais ça veut dire quoi aujourd'hui? C'est peut-être qu'elle avait du sens il y a 20 ans, est-ce qu'elle a encore du sens aujourd'hui? Et puis l'autre aspect de ce que vous avez dit, moi je suis complètement d'accord, c'est-à-dire que vous avez dit quand on va parler avec les salariés, ils ont des choses absolument formidables à dire, très importantes, et puis quand ils sont confrontés à des cadres, ou des cadres syndicaux, ou des cadres de l'entreprise, et ils se taisent, il y a une parole qui ne se dit plus. Mais vous avez complètement raison, c'est qu'il y a vraiment une confiscation de la parole. Alors, bien sûr par l'encadrement au sens propre, mais aussi par les responsables syndicaux. Ça, c'est clair, ça. Et je pense que les qui ont contesté ça très clairement il y a longtemps, c'est les femmes. Quand nous avons créé des collectifs femmes à l'intérieur des syndicats, dans les années 70, des commissions femmes, ça a été fondamentalement là-dessus, sur une confiscation de la parole par les éléments masculins des syndicats. Donc ça a commencé là, je pense, après, dans les années 70. Et je pense que ça continue, mais vous avez raison, c'est une lutte extrêmement, à mon avis, extrêmement importante de faire advenir la parole des salariés. C'est eux qui ont la vérité sur leur travail, c'est pas les autres. Moi, je suis d'accord avec vous. Juste un petit complément de réponse. Je fais référence à des travaux très anciens qui malheureusement n'ont pas eu beaucoup d'écho. Du sociologue italien Ivar Odone, qui avait travaillé sur l'expérience ouvrière, et justement, ce que tu disais, que ceux qui font savent et peuvent parler, ils ont une réelle expérience et une légitimité pour parler de leur travail. Donc, bien sûr, ces travaux sont tombés un peu en désuétude, et ce qu'on voit par contre apparaître maintenant, de manière générale, c'est le mot expert. Et alors, en fait, il faudrait que les mots, effectivement, il y a un certain nombre de personnes qui sont désignées comme experts pour parler, qui peuvent utiliser ces mots, et comme si c'était juste, scientifique, objectif. Et donc, par rapport à ça, effectivement, ça vient bloquer, parce qu'on a un petit peu peur de parler devant un expert, parce que c'est une représentation, parce qu'ils ne sont pas experts du tout. Mais quelque part, le mot a une représentation symbolique, et donc il bloque l'échange. Et puis je crois aussi, ce que l'on rencontre, pour juste compléter rapidement, c'est la montée de la peur qui se généralise dans tous les lieux de travail, quels qu'ils soient, et qui là aussi bloque le langage. Parce que quand on parle et qu'on a peur, on n'en parle plus. Ça marche pas. Voilà, c'était juste un petit complément. Bonjour, je m'appelle Kira Moustapha, je fais partie du collectif Centre Travail de la Fédération des services publics. Nous, on a eu un débat sur le mot expert et sur le mot salaire depuis très longtemps. Dans la fonction publique territoriale, on n'a pas un salaire, mais on a un traitement. Et le traitement, donc, il servait à quelque chose de très précis. Et cette notion de service public, elle est derrière ça. Le traitement, c'était pour être nous-mêmes, en tant que fonctionnaires, bien traités, mais c'était également pour permettre de bien traiter l'ensemble des usagers qui venaient dans notre service public. Et donc, c'est pour ça qu'on avait un traitement et non un salaire. Et derrière ça était la notion de service public telle que nous la défendons à la française. De même que nous, quand on travaille dans le collectif santé,
On pense que les meilleurs experts du travail, ce sont les salariés eux-mêmes, les agents. C'est eux les experts. Ce ne sont pas des gens qui vont venir de l'extérieur parler de leur travail réel qu'ils exercent au quotidien. Et donc, dans le poids des mots, il y a effectivement un combat qui est un vrai combat politique à mener et une réappropriation du langage qui permettra à chacun de se réapproprier son travail. J'ai fini. Je vous propose de prendre plusieurs questions pour élargir, enrichir le débat et nous redonnerons la parole ensuite à nos invités. Oui, moi je voulais revenir sur ce que vous avez dit sur le pouvoir des mots. Enfin, je vous pose la question, selon vous, quelle serait la structure la plus amène de décoder les mots, de structurer les mots d'une manière très différente? Enfin, je m'explique, est-ce que c'est l'école, comme le suggérait Pierre Bourdieu par exemple, dès tout petit au collège ou au lycée, il faut qu'on apprenne à décoder les mots, du moins il y a la responsabilité de l'éducation nationale ou des professeurs ou de la structure scolaire, ou est-ce que c'est, comme vous l'avez suggéré peut-être un peu tout à l'heure, les organismes syndicaux qui sont quand même les représentants des salariés, comme le salarié au milieu quand même de notre économie, donc qui peut toucher beaucoup de personnes, ou est-ce que c'est la société civile? Je pense aux associations, la société civile. Oui, les associations, voilà, des groupements de personnes, etc. C'est vraiment quelque chose de fondamental, parce qu'après le constat, il faut quand même qu'on trouve un moyen voilà, de sortir de cette problématique du pouvoir, du mot, du langage. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Pascal. C'est pas une question, mais c'est un peu un témoignage. Je suis psychologue dans la petite enfance et je suis vraiment inquiète sur les effets du langage aujourd'hui sur les professionnels de la petite enfance, parce qu'on parle beaucoup de gestion, de remplissage de structures, on parle des enfants comme de la gestion de stock et on parle beaucoup de l'accueil collectif. Et je m'inquiète vraiment justement des nouveaux termes utilisés autour des normes, contrôles, procédures. Qui sont un peu imposés aux professionnels de la petite enfance. Et je me rends compte aujourd'hui qu'on parle des cas d'enfants et parfois on passe des réunions avec la direction, on ne parle même plus, il n'y a même plus le mot enfant qui est prononcé, tellement on s'occupe de l'organisationnel. Et je suis témoin aussi du peu de parole des enfants dans les structures collectives, notamment dans les crèches, où les enfants de 2 à 6 ans n'ont plus la possibilité de parler parce qu'ils n'ont plus le temps. Et souvent les professionnels, enfin on essaye certains professionnels sont sensibles à ça, mais ça y est un constat que les 2-4 ans, finalement, on leur demande tu veux une pomme ou une banane, ils montrent avec le geste, mais ils n'ont même plus le temps de dire je veux la pomme, je veux la banane, au goûter. Voilà, donc le peu de prise de parole des individus dans les collectivités et les effets de parole, je pense, sur nos enfants. Oui, Christian, tu parlais du rapport de la CRC avant. Une petite anecdote, après ce rapport de la CRC, justement, on a voulu nous amener la bonne parole, puisque le DGS plus le premier adjoint en maire est venu dans tous les services pour discuter justement du rapport de la CRC et des suites à donner à ce rapport avec les services. On parlait de discussion, mais en fait, ça a été un monologue, c'est-à-dire que le monologue venait des gens, des sachants, ceux qui savent, et donc nous, effectivement, on avait mal compris, et derrière, on parlait de discussion, et à la fin, ils nous disent, vous avez des questions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de discussion préalable, l'objectif n'était pas de discuter, l'objectif était de prêcher une parole, et derrière, il fallait que qu'acquiescer. Et ça m'a profondément choqué parce que justement, moi j'ai voulu discuter et ça forcément, on est rentré dans un conflit. C'est-à-dire que dès lors qu'on n'était pas d'accord, c'est qu'on avait mal compris. Hein, c'est ce que vous disiez en début d'intervention. Et ce qui m'a encore plus profondément choqué, c'est que des gens qui sont habitués à parler en public viennent et discuter avec des agents
qui n'ont pas l'habitude. Donc déjà, avant la réunion, il y a une dichotomie, il y a une différence, et on ne peut pas contre-attaquer, on n'a pas les mêmes armes pour contre-attaquer. Et c'est ce qui fait que forcément les agents, à un moment donné, ben, ils sont dégoûtés, parce qu'ils ne peuvent pas contre-attaquer, ils n'ont pas les belles paroles, quels qu'ils soient, parce qu'ils ne sont pas habitués à parler en public, et ça crée de la frustration et du dégoût. Pour que parler soit possible, il faut qu'un certain nombre de conditions soient réunies, effectivement. Michel, peut-être avant, laisser réagir nos intervenants et on va revenir aux questions. Qui souhaite dire quelque chose, réagir aux différentes questions? C'est vrai que le pouvoir des mots est très fort, et moi j'étais assez sensible à ce qui a été dit par une personne qui est qu'on ne peut pas non plus négliger l'impact que ça a sur les consciences, c'est-à-dire que les mots, je pense que tu seras d'accord, Josiane, sont un véhicule des représentations, et qu'à force d'entendre des mots apparaître ou d'autres disparaître, on change de représentation de la société. Moi j'étais très frappée par le fait que, puisqu'on n'a plus d'ouvriers, mais qu'on a des opérateurs, des conducteurs d'installation, etc., quand vous posez la question à des jeunes, est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup d'ouvriers en France? Ils vous disent, ah ben non, il n'y en a plus. Parce qu'on a changé les dénominations. C'est vrai qu'une bonne partie de l'opinion publique a l'impression qu'il n'y a plus d'ouvriers. Donc il y a une véritable force des mots quand même qui marque les esprits, et c'est vrai que c'est de l'ordre de la bataille, c'est-à-dire essayer par exemple, le plan de sauvegarde de l'emploi, alors qu'on licencie, c'est des choses qui sont passées quand même relativement bien et acceptées, normalisées, naturalisées. Et c'est vrai que c'est très inquiétant. Alors par contre, il y a des éléments qui sont... Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le film No. Non? No. Ah oui, on voit le pouvoir des mots, c'est au moment du référendum de Pinochet. Il y a eu une bataille de la communication qui s'est faite, et les opposants à Pinochet, qui étaient partis vaincus, ont gagné finalement ce référendum parce qu'il y a eu une véritable bataille sur ce qui allait être dit, ce qui allait être mis en avant comme communicant. Bon, mais je crois que c'est simplement pour ne pas, prendre en considération aussi l'impact réel et la contre-offensive qu'il faut mener, parce que je crois qu'il y a un acquis. Il y a un acquis du pouvoir des mots de la révolution managériale sur les esprits, dans lesquels on a tous été pris. Merci, Daniel. Josiane. Alors, je vais essayer de grouper en fait les deux remarques sur que faire en quelque sorte. C'est un peu ça, qu'est-ce qu'on peut faire. Bon, il me semble qu'il y a deux choses. Il y a une première chose, ce que vous disiez sur le fait que les salariés, certains salariés en tout cas, ne prennent pas ou difficilement la parole au public, ils n'ont pas les armes pour. Je crois que c'est très très juste, et je pense, alors il y a quelques décennies, les syndicats avaient des formations, ce qu'on appelait à l'expression écrite et orale, ça faisait partie des objectifs syndicaux de faire en sorte que les syndiqués soient capables, les salariés plus largement, soient capables de prendre la parole en public, y compris dans des réunions avec les instances patronales, donc, et pas seulement les permanents. Donc je crois que là, il y a une mission des syndicats qu'il faudrait peut-être remettre au goût du jour, et puis, ou plus largement, en tous les cas, remettre au goût du jour et faire en sorte, parce que ça ne se fait pas naturellement. Je veux dire, de même qu'on ne va pas dire demain à notre patron, ah ben moi je veux posséder l'usine, ça ne marchera pas, quoi. L'accaparement du langage, c'est comme l'accaparement de la force de travail et du capital, c'est deux mêmes natures, donc c'est forcément le résultat d'une lutte. Et puis l'autre chose sur ce que vous disiez, c'est où que ça se passe et c'est comment, je vais faire une réponse idiote, mais c'est partout, c'est véritablement partout. Je pense que l'école, la pauvre accaparée par de multiples fonctions, ne fait plus du tout ce travail que moi j'appellerais de critique sociale du langage. C'est fini ça, c'est terminé quoi. Donc l'école ne le fait plus, les familles, quand elles sont politisées, elles le font, mais sinon non. Donc il y a tout un travail de critique sociale du langage qui n'est à peu près plus fait. Or, il était fait historiquement au XIXe siècle. C'est-à-dire que les premiers,
les premiers mouvements sociaux dès 1833 du mouvement ouvrier à Lyon, ils avaient un travail sur les mots, ils travaillaient la question du langage. Hein. Donc je crois que c'est quelque chose qui s'est perdu en fait, historiquement, mais qui a été une partie très constituante du mouvement ouvrier en fait, hein, ce travail sur les mots. Donc voilà, je crois que c'est les deux, je pense que c'est les deux choses. Hein. Moi je vais vous dire juste un truc, une des choses qui m'avait la plus frappée, c'est qu'en Marchais, il y a longtemps, et j'avais été invitée récemment à l'université d'été du Parti communiste et j'en avais parlé. Hein, donc c'était pas facile, il y avait 300 communistes. Et je l'avais dit quand même, hein, quand Marchais a osé appeler les salariés les gens. Hein, vous vous souvenez peut-être pas, moi je m'en souviens parfaitement. Donc il n'y avait plus de classe ouvrière, comme disait Daniel Alain, ça a commencé là quand même. Hein, il n'y avait plus de classe ouvrière, il n'y avait plus d'ouvriers, il y avait les gens. Et il fallait faire la défense des gens. C'est Marchais qui a quand même inventé ça. Donc vous voyez que quand nos propres dirigeants politiques laissent tomber la critique sociale et se permettent d'utiliser des mots qui n'ont aucun sens, les gens c'est qui ces personnes, hein, des mots qui sont vidés de sens, c'est vrai qu'on est mal parti. Et j'ai toujours pensé que c'était ça, qu'il ait pu le faire. Qu'il ait pu le faire. C'est vraiment un symptôme que notre société a laissé totalement tomber la bataille des mots, et elle l'a laissé à la publicité, au marketing. C'est eux les chefs des mots maintenant. Michel, il y a d'autres questions? Oui. Marie-Cécile, Régine. Bonjour. Pour moi, c'est pas une question, c'est plus une illustration, parce que peut-être hier j'ai assisté à une réunion de cadre préparatoire à une réunion de service. Service et faisant remonter depuis très longtemps les difficultés qui remontent. J'ai gardé les feuilles sur moi, je ne pensais pas que... Mais voilà, je suis venue avec ces feuilles, je ne sais pas pourquoi. Et il était question de mission de pilotage pour faire bouger les lignes, pour changer les focales. Et qu'une des focales, c'était l'action du quotidien sur le travail. L'action au quotidien passant par une simplification organisationnelle, la construction d'outils automatisés, les tableaux de bord de pilotage, ceci pour faire face aux ressources humaines raréfiées et le tout en ayant des attitudes proactives. Je me suis demandé, en sortant de là, où j'étais, et puis encore aujourd'hui, je ne sais pas ce que c'est que les attitudes proactives. Oui, bonjour, je suis Régine Caraon, du collectif Centre de Travail également, de la Fédération des services publics, CGT bien sûr. Alors moi, pour compléter, je voulais dire, j'assure essentiellement d'information et je me trouve tellement bien avec tout ce que vous dites, parce que je suis à me bagarrer constamment au sein de mon organisation pour que les mots, nous les approprions et en fonction du statut. Et je vais vous rappeler simplement, vous allez voir pourquoi. Quelques mots seulement. Simplement, aujourd'hui, on nous parle de travail. Or, quand on est fonctionnaire, on rend un service à la population. Donc, on ne travaille pas. On rend service, ce n'est pas la même chose. Travail, c'est le secteur privé. On nous parle donc de salaire, comme disait Kéra, et non de traitement. On ne note plus, on nous donne une évaluation. L'évaluation, c'est avec des objectifs. Ces objectifs, c'est une histoire de rentabilité, de rendement. Comme disait la collègue tout à l'heure pour la petite enfance, nous on a vu chronométrer les douches pour les personnes âgées, c'est choquant. C'est également donc des objectifs, et du coup, en fonction des objectifs, ce sont des primes. Donc notre rémunération n'est plus une rémunération, mais un salaire comme dans le privé, et à la manière de servir, on va nous donner une prime, on ne va pas nous la donner. Ensuite, on n'est plus des fonctionnaires, on devient des salariés, donc c'est aussi à nous de réapproprier les mots. Il y a les agents titulaires et les agents non titulaires, tout simplement, et non des contractuels, comme aussi on nous l'introduit dans notre langage. Donc c'est le mot management, mais quand vous prenez la définition du management dans le dictionnaire Larousse, qui est quand même notre base de la langue française, et bien vous allez voir que c'est uniquement un terme qui se lie à l'entreprise privée et non à la fonction publique.
Donc à nous de demander l'explication à nos employeurs quand ils utilisent, ou à nos cadres supérieurs quand ils utilisent ce mot. Que veut dire ce mot? Et à vous de prendre la définition du dictionnaire, de leur rappeler. Je pense que si on arrive dans ce sens-là, de la même façon, tout à l'heure vous avez dit, Madame Boutet, pour la DRH, c'est vrai, mais j'ai constaté finalement que ceux qui ont à peu près une dizaine d'années d'ancienneté n'ont jamais connu la direction du personnel. Donc vous voyez, c'est un terme qu'il faut qu'on se remémore en fait en tant qu'ancien pour que les jeunes se réapproprient ce mot-là. De la même façon, on dit maintenant métier, alors qu'en fin de compte, qu'est-ce qu'on a? On a un grade, on a une fonction, on a une qualification et on a une spécialité. Mais on est des généralistes quand même. Moi je suis rédacteur, mais je peux être rédacteur au sein de l'urbanisme, comme demain je peux être rédacteur et d'assir l'infirmière de la même façon. Elle a une spécialité, certes, mais elle peut être infirmière dans différents secteurs de notre champ professionnel. Donc je dis ça parce que, à partir de là, ne pensez-vous pas que si chacun se réapproprie le langage et reprend l'employeur et les directeurs de service, on les remettrait peut-être dans le rang, parce que c'est à nous après de leur rappeler qu'il y a un statut, même s'ils veulent le démolir et le mettre dans le secteur privé, à nous de nous batailler. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, bonjour, Jacques Magoutier, je suis aussi au collectif Santé Travail et je suis membre titulaire du CHS. Alors, j'ai une visitation, je groupe CHS-CT de la ville et du département de Paris. Quand je dis CHS-CT, c'est que le poids des mots, la mairie de Paris, à ce jour, refuse obstinément d'intégrer et de nommer le CHS-CT. C'est une bataille, on n'arrive pas à avancer là-dessus. Alors, ils nous ont donné des attributions, mais le mot, non. Alors, je rejoins, je suis de formation travailleur social, sur, effectivement, aujourd'hui, l'arrivée de la norme, des process, dans ce secteur-là, bientôt, on va nous mettre en équation ce que c'est une relation. Ça va être des choses comme ça. On va normer peut-être une relation d'un éducateur avec un jeune, avec un usager. Mais pour faire court, je pense qu'il y a la question politique, quoi, parce que moi, alors on met des process, mais quand les travailleurs sociaux évoquent avec leur chef de service, leur direction, les problèmes auxquels ils sont confrontés et sur lesquels ils ont besoin de positionnement, d'analyse et de prise de décision, aujourd'hui, on emmerde le chef de service, quoi. On parle du travail et on n'est plus dans l'organisation, dans la gestion, on n'est plus là-dedans. Mais je pense qu'il y a quand même cette problématique politique parce que, parallèlement, moi je constate dans nos services que les temps d'information, les temps d'échange, les temps d'élaboration collective, eh bien, ils sont aujourd'hui réduits à la portion congrue et que les salariés, ils ne peuvent pas échanger sur le travail, ils échangent dans les couloirs, c'est la pensée réduite, c'est effectivement à ces moments-là une réduction de l'échange possible, de la mise en commun sous forme de mots, de l'expérience du travail, de l'activité de travail et de cette parole dont on ne peut pas faire l'économie de ceux qui sont sur le terrain, de ceux qui sont dans la bataille. Donc, bon, moi je l'identifie et je le vois à partir de la mise en place des 35 heures. Il ne s'agit pas de revenir sur les 35 heures, mais un des effets de la mise en place des 35 heures, ça a été la réduction absolue de ces temps-là. Et je crois qu'il faut qu'on pose le problème, parce que ça c'est un problème politique, c'est des orientations et c'est des choix d'orientation politique, et que là-dessus on soit présent. Alors il ne s'agit pas effectivement de ne pas s'interroger nous-mêmes, organisation syndicale, et on a plein d'interrogations. Quand on fait un tract, c'est ça en permanence, mais ton tract il est trop long, les gens ne vont pas lire, les gens vont s'ennuyer, vont lire quelques lignes, donc fais court, et effectivement il y a une incitation à la pensée réduite, quoi. Donc bon, là aussi il y a un vrai débat à avoir sur
qu'est-ce qu'on fait de ces trucs, qu'est-ce qu'on a inscrit là-dedans, et qu'est-ce qu'on s'autorise à donner, à penser à des gens qui sauront retenir ce qui les intéresse de toute façon. Voilà, merci. La salle avance un tout petit peu, il nous reste une dizaine de minutes pour le débat. Je vous propose de prendre une dernière question et de revenir à nos intervenants. Bonjour, je travaille à la médiathèque Olympe de Gouges qui dispose d'un centre de ressources sur l'égalité femmes-hommes. Donc vous ne serez pas étonné du caractère un peu particulier de mon intervention qui concerne le début de la vôtre, Madame Boutet, qui abordait la question du tract, la rédaction d'un tract. Par exemple, comment qualifier le fait que ce soit les dames de l'accueil, etc. Est-ce qu'on ne peut pas, je me sers de cet exemple, imaginer que la langue évolue aussi et évolue sur cette question particulière de nommer les choses, nommer les gens, attribuer un féminin aussi. Tout à l'heure, j'entendais une collègue parler de rédacteur, rédactrice. Pour moi, c'est aussi un aspect important de la reconnaissance de chacun et chacune au travail, de trouver ce féminin-là. Vous évoquiez également les droits de l'homme. En anglais, on dit human rights, donc c'est les droits humains. Ça peut paraître anecdotique. Pour moi, ça ne l'est pas. Ça rentre pleinement dans le cadre de cette avancée sur les mots. Voilà, merci. Alors cette question du langage suscite de nombreuses questions, c'est bien. On a ouvert un champ qu'on devra peut-être d'une façon ou d'une autre continuer à creuser. La question de Bertrand restait en suspens aussi, s'indigner, dire non. S'indigner, ça veut dire quoi? Ne pas accepter la réalité quotidienne, ne pas accepter la présentation de cette réalité, ne pas s'habituer. Qu'est-ce qui fait? Qui souhaite réagir parmi nos intervenants? Le psychiatre, puisque la psychiatrie, effectivement, essaye de comprendre un petit peu ce qui a l'œuvre dans la subjectivité, ce qu'est un être humain, et les travaux de Lacan, effectivement, sont fondamentaux, puisqu'ils ont permis justement de montrer l'importance de la parole, et donc des mots qui construisent l'être humain. Et c'est vrai, la remarque de la psychologue sur les jeunes enfants qui ne parlent plus sont très inquiétantes. Nous, en psychiatrie aussi, le fait, je vous en parlerai un petit peu plus ce soir, de l'utilisation d'échelles d'évaluation, où là aussi, on cote, on ne laisse plus la parole spontanée. Tout ça est inquiétant, puisque ça vient vraiment... ça vient à l'intérieur de notre subjectivité, à notre insu. C'est-à-dire que, alors c'est pour ça les modalités d'action individuelle, faire attention quand on parle et tout, quand on rédige un tract, sont une étape indispensable, mais au-delà, c'est bien une indignation collective qu'il faut avoir pour dénoncer ça, en parler. Je vous donne un seul exemple. Quand Sarkozy, pour parler des délinquants sexuels, utilise le mot monstre. C'est épouvantable ce qu'il crée. C'est qu'il enlève la nature humaine à celui qui a commis un acte, quel que soit cet acte, qui est effectivement un délit pénal, qui va être condamné, mais ça en reste un homme. Donc, je crois que là, on est bien sur le terrain politique, puisque après, avec ce mot, qu'est-ce qu'on construit? Des politiques sécuritaires, puisqu'on a affaire à des monstres. Voilà. Merci. Beaucoup de choses qui n'étaient pas des questions, mais des prises de parole. Donc, je répondrai juste sur la personne du centre Olympe de Gouges. Que oui, vous avez raison, enfin, vous avez tellement raison qu'il y a eu sous Mitterrand une grande commission qui s'est appelée Féminisation des mondes métiers. Il y en a eu, ça a été qu'une seule fois, il faut dire. Enfin, ça a duré longtemps, mais il n'y a pas eu de personne d'autre après Mitterrand s'est posé cette question. Et donc, cette commission avait proposé toute une série de féminisations de nos métiers. Et vous avez complètement raison, je
aujourd'hui, sous l'instigation essentiellement de nos camarades canadiennes, québécoises, on se pose plein de questions sur comment on écrit les salariés et-e-s ou les salariés et/e/s. Donc il y a plein de questions qui se posent aujourd'hui de façon très intéressante sur comment on intègre le féminin dans les noms. Vous avez tout à fait raison. Et sur les droits humains, bien sûr, vous avez raison. Moi, je parlais de 1948. Et à l'époque, en 1948, c'était hors de l'horizon de conceptualisation de quiconque de se poser la question de savoir si dans les hommes il y avait les femmes ou pas. Hein. Donc c'est une problématique complètement récente. Hein. Personne en 1948 se posait cette question. Donc aucun des rédacteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme ne s'est posé la question de savoir si ce serait s'il y avait des femmes ou pas dans les hommes. Hein. C'est une problématique qui date de post-68 en fait. Hein. Donc vous avez raison là-dessus. Il y avait la question de l'évolution du langage aussi en rapport avec le travail, avec ceux qui travaillent, ou alors l'évolution du langage qui vient de l'extérieur, qui est quelque peu imposé. Enfin, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'évolution du langage? Parce qu'on dit que l'on est dans une langue vivante, pas une langue morte, donc cette évolution elle est inévitable. Est-ce que c'est au syndicat de reprendre cette critique sociale, de défendre les mots? Enfin, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à... J'ai aucun conseil à donner. Hein. Je ne permettrai pas. Vraiment pas. Mais juste ce qu'on peut dire, c'est que... Enfin, cette langue de bois, elle va faire flop. Moi, j'en suis absolument persuadée. Parce que même les gens qui l'utilisent, ils n'y croient pas. Ils n'y croient pas. Ils savent très bien que ça, tout ce que vous venez de dire là, que j'ai noté, hein, madame, je ne sais pas pourquoi, excusez-moi, tout ce que vous nous avez dit, là, ce que vous nous avez dit, bon, c'est complètement ridicule. Hein, c'est totalement complètement ridicule. Donc, ils le disent. Et puis personne ne dit rien parce que c'est des chefs, donc on les écoute, quoi. Enfin, si on ricanait, si on rigolait, si on sortait, si on se tapait sur les fesses, je veux dire qu'ils seraient mis face au ridicule de cette langue. Vraiment. Donc, mais on ne peut pas. Je sais bien qu'on ne peut pas. Je sais bien qu'on ne peut pas. Non, mais on ne peut pas. Je crois que c'est quand même difficile. Il y a des rapports hiérarchiques, ça existe. Mais cette langue, elle n'a aucun sens. Elle n'a pas plus de sens que certains slogans complètement qui sont vidés de sens des partis politiques ou des syndicats. Donc ça va faire flop. Alors ça va faire flop comment? Par l'usure du management qui vont en avoir marre de répéter des choses comme ils en ont marre de faire des stages d'acrobranche et des stages en pleine liberté pour que leur cadre soit agressif, ou de faire de la numérologie pour recruter les cadres. Je veux dire que ça va forcément s'arrêter. Alors maintenant, par quoi ça sera remplacé? Je tends à penser que ça va être remplacé directement par l'anglais. Hein, très honnêtement, je pense que c'est vers ça qu'on va. C'est-à-dire que c'est carrément notre discussion va être obsolète dans quelques années. Quoi. Ce ne sera même plus tout ça. Quoi. On va avoir probablement une invasion du global English, là, comme on dit aujourd'hui, qui va probablement... alors ça va être sympa, quoi, parce que du coup, on va même plus se poser ces problèmes-là, parce que ce ne sera plus à l'intérieur de notre langue. Ça va être carrément une autre langue, véritablement une autre langue. Et ça, c'est probablement à 10 ans. Hein. Puis peut-être je me trompe, mais je ne crois pas. Franchement, ça se passe. Bon, voilà. Mais c'est même pas la peine de la démonter. Je veux dire, je pense que ça va se démonter tout seul, ce truc-là. Hein. Ça ne va pas tenir. Hein. Par contre, comment on résiste à ça? C'est plutôt ça, c'est une autre question. Hein. Comment on résiste à la puissance d'une langue qui n'a, enfin, d'expressions qui n'ont pas de sens? On vous balance, je vous remercie vraiment, on vous balance comme ça, et puis on se dit, et après, qu'est-ce qu'il a dit ce mec-là? Donc peut-être la seule chose qu'il faudrait leur dire gentiment, c'est pouvez-vous traduire? Moi je le fais des fois, hein, dans des réunions, je dis excusez-moi, vous pouvez traduire? Moi j'ai pas compris du tout, hein. Vraiment ça je le fais. Ça a de l'effet. Hein, ça a de l'effet, surtout si vous dites que vous êtes vraiment bête. Vraiment, je suis sûrement très bête, mais je n'ai pas du tout compris ce que vous avez dit. Bon. Voilà, donc ça peut marcher un peu, mais ce n'est pas une lutte collective très intéressante. Hein, je suis bien d'accord. Mais quand même, les mettre devant le déficit de ce qu'ils sont en train de raconter. Quand même. Je crois. Il faut arrêter de croire que ça a du sens, tout ça. Merci beaucoup, Josiane. André n'est pas là. D'habitude, c'est lui qui fait ce qu'on appelle le sale boulot, hein, de rappeler les règles de gestion du temps. Alors, je vous propose, même sans André, de respecter ces règles-là et de faire une première pause. Et de reprendre à 11h.
23h10 au plus tard. Merci.